Plus de 5 mois après les premières mobilisations des Gilets jaunes, Emmanuel Macron s'exprime pour tirer ses conclusions du prétendu grand débat national. Une manœuvre qui vise à calmer les esprits, mais qui pourrait bien les échauffer encore davantage. Ordre illégaux, profilage racial ou social, le défenseur des droits Jacques Toubon s'attaque à la police. Il dénonce des consignes discriminatoires dans les commissariats parisiens contre les Africains, les Nord-Africains et les Roms. SOS Racisme demande l'ouverture d'une enquête. La France vend des armes à l'Arabie Saoudite et aux Émirats Arabes Unis contre les rebelles Houthis au Yémen. Alors que la question est revenue à de nombreuses reprises, mettant le ministre de la Défense dans l'embarras, de nouveaux éléments semblent établir clairement le rôle de la France dans ce conflit. Madame, monsieur, bonsoir. 22, voilà les Gilets jaunes, alors qu'Emmanuel Macron invite les Français à une nouvelle grand-messe ce lundi soir pour tenter d'éteindre la colère. Les Gilets jaunes étaient rassemblés partout en France samedi pour la 22e fois consécutive. Les Gilets jaunes battent toujours le pavé. Guerre des chiffres, arrestations préalables, multiplication des contrôles. Malgré les spectres de l'exécutif qui planent au-dessus de leur tête, les Gilets jaunes persistent. Samedi, pour le 22e week-end consécutif, ils ont à nouveau répondu présent, comme François qui défilait à Paris. Du 17 novembre, où on a commencé les manifestations, c'est la fin du grand débat. Donc on met un peu pour moi je mets un peu les pendules à l'heure. C'est pour ça que j'ai fait le message, vous pouvez le filmer. Depuis le départ on avait commencé avec le carburant. Monsieur le Président a dit après le grand débat qu'il ferait des efforts. Mais les efforts ne sont pas faits puisque l'essence est à 20 centimes en plus. Donc ça montre bien. Les impôts ont encore augmenté. Les avantages pour nous sont retirés, il y a moins d'APL, il y a moins de remboursement de médicaments qui ont été carrément retirés. Comme François, les Gilets jaunes dans leur ensemble poursuivent leur mobilisation à cause de la surdité du gouvernement. Il faut avouer que la seule allocution d'Emmanuel Macron depuis le début de la crise n'a pas produit les effets escomptés. Les hausses du SMIC s'étaient avérées être des hausses de primes de précarité concernant seulement une partie des travailleurs précaires. Les primes de fin d'année à discrétion des entreprises. Des leurs qui n'auront donc pas échappé aux Gilets jaunes qui sont restés mobilisés depuis le départ, comme le rappelle Thibault. Alors aujourd'hui, il me semble que la clause spéciale de cette manifestation, c'est pour les handicapés, pour les personnes âgées, c'est-à-dire les personnes les plus fragilisées au sein de ce système libéral qu'incarne la Macronie, qui ont d'énormes difficultés à recevoir leur aide, avec des infrastructures non adaptées aussi, je pense notamment aux infrastructures de transport, qui font qu'ils deviennent de véritables citoyens de troisième zone, dans une société pseudo-compassionnelle où finalement beaucoup de grandes entreprises n'ont pas à payer de taxes et n'en sont pas inquiétées en France. Mais on demande toujours aux mêmes, c'est-à-dire aux classes moyennes, aux classes laborieuses, de payer ces mêmes taxes, que beaucoup d'handicapés ne reçoivent pas. C'est la croix et la bannière pour justifier certains statuts, c'est la croix et la bannière pour obtenir certaines justifications d'un handicap. Les retraites déversées sont absolument délétères et on repousse l'âge de manière permanente sans prise en compte ou avec très peu de prise en compte de la pénibilité du travail effectué, avec des personnes, y compris avec des personnes, je cite le Sémion Attali, qui souhaitent que l'on se dirige vers un arrêt de vie, une fin de la vie à 60 ans. Moi, il n'y a pas de problème, mais j'aimerais qu'il nous en donne l'exemple, parce qu'il me semble que lui n'est pas dans son premier printemps. Donc voilà pourquoi on est rassemblés aujourd'hui, bien évidemment, acte 22 des Gilets jaunes aussi, continuer dans la droite ligne de ce qu'ont été nos revendications jusqu'à l'heure actuelle, c'est-à-dire le RIC, un retour à la souveraineté populaire, à une fiscalité plus juste qui s'applique véritablement à tous dans un véritable esprit d'équité. Nous continuons dans cet esprit-là, avec bienveillance et gentillesse. En bref, pour les Gilets jaunes, les effets d'annonce s'étaient rapidement transformés en enfumage. De quoi saper les espoirs avant l'allocution présidentielle de ce soir. On n'en attend rien, puisque le mec il dit dès le départ « je ne changerai rien », même s'il raconte quoi que ce soit, depuis le début il ment. Donc comment faire confiance à un menteur, comme en fait tous ceux qui l'ont précédé c'était des menteurs. L'ennemi c'est la finance c'est notre ennemi, etc. On en a entendu de toutes les couleurs. Et au final, les gars, ils continuent à servir l'oligarchie, donc les milliardaires, en leur faisant des cadeaux à chaque fois, cadeaux fiscaux, etc.
Emmanuel Macron ne devrait donc pas faire de véritables annonces ce lundi soir. Il pourrait tout au mieux tenter un nouveau coup de com' à la manière de décembre dernier. Une stratégie qui serait encore plus risquée cette fois. Certains commentateurs parlent de la réindexation des retraites sur l'inflation, d'autres d'un coup de pouce sur les APL après la baisse de 5 € au début du quinquennat. Pour autant, les postes où l'on pourrait libérer davantage de marge de manœuvre au budget public ne devraient pas être bousculés. Si Emmanuel Macron a toujours affirmé ne pas vouloir revenir sur la suppression de l'ISF, il ne s'est pas non plus exprimé pour faire un grand ménage dans les niches fiscales qui oscillent parfois entre optimisation et fraude. Tout porte donc à croire que les mesures seront cosmétiques dans l'ensemble, avec peut-être une nouvelle salve sur les patrimoines immobiliers. Réalité versus bien-pensance. Le défenseur des droits, Jacques Toubon, a demandé une inspection des commissariats parisiens en cause des consignes prétendument données pour privilégier les contrôles de certaines populations. Toubon, toujours bien pensant, le très cher défenseur des droits dont la rente mensuelle avoisine les 30 000 €, s'attaque au commissariat parisien. Selon une circulaire que l'agence France Presse s'est procurée, des consignes auraient été données à plusieurs reprises entre 2012 et 2018 pour cibler prioritairement les Africains, Nord-Africains et les Roms pour les contrôles de police dans certains quartiers de Paris. Une discrimination intolérable pour le défenseur des droits. Pour Jean-Yves Le Gallou, président de la fondation Polémia et ancien haut fonctionnaire au ministère de l'Intérieur, la pratique peut s'expliquer. La police cherche assez naturellement l'efficacité. Par conséquent, quand il s'agit de lutter contre des manifs pour tous, par exemple, on va plutôt chercher, surveiller la Versaillaise qui va porter une écharpe rose. Si on lutte contre les gilets jaunes, on va plutôt chercher des trentenaires avec des gilets jaunes. Et puis, si on lutte contre la mendicité agressive, on va plutôt s'intéresser aux Roms. Ça paraît assez logique, c'est la même logique d'ailleurs. Et puis, si on veut lutter contre les bandes violentes, de fait, on va plutôt trouver des bandes violentes arabes ou noires parce qu'il n'y a pas ou pratiquement pas de bandes violentes de jeunes Européens. Tout dépend ce qu'on cherche à faire. Et si on cherche à lutter contre la délinquance, on va plutôt s'intéresser aux endroits où on trouve le plus de délinquants et de comportements délinquants et aux groupes humains dans lesquels on trouve le plus de délinquants. C'est comme ça. Je crois d'ailleurs que si on s'intéresse vraiment aux discriminations, la première discrimination en matière d'interpellation policière, c'est la discrimination selon le sexe. On interpelle beaucoup plus d'hommes que de femmes et c'est parfaitement légitime. Le pourcentage de délinquants est plus élevé chez les hommes que chez les femmes. D'ailleurs, ça se retrouve en prison où il n'y a que 5% de femmes et 95% d'hommes, ce qui est une discrimination tout à fait manifeste et en même temps tout à fait justifiée. La réalité à la peau dure. En effet, si l'on observe les chiffres des ressortissants étrangers sur le sol français, on estime qu'ils représentent un peu moins de 12% des personnes présentes sur le territoire. Dans le même temps, 22% de la population carcérale en France concerne des ressortissants étrangers. Une véritable surreprésentation. On pourrait donc estimer que la police s'astreint à une utilisation des statistiques. Une réalité que Jacques Toubon n'est visiblement pas prêt à encaisser. Il est en plein déni de réel. Il veut un bouquet final de politiquement correct pour une carrière qui a quand même été très sinueuse parce que il a commencé à la droite du RPR, puis après il a compris que la tartine allait être beurrée du côté politiquement correct, et maintenant il veut finir en apothéose dans le délire. Moi je lui offrirais volontiers un petit stage à la Chambre des Lords à Londres, parce qu'il y a quelques années, la Chambre des Lords avait dit que le contrôle au faciès finalement protégeait les libertés, tout simplement parce qu'il évitait d'interpeller des gens qui avaient vraiment peu de probabilité d'être des délinquants. Si vous faites un contrôle totalement aléatoire, vous allez interpeller autant de vieilles dames européennes que de jeunes hommes venus d'ailleurs. Oui, sauf que la probabilité que les uns ou les autres soient délinquants, c'est pas la même, et que si vous interpellez la vieille dame européenne, vous allez atteindre à ses libertés sans faire progresser en quoi que ce soit la sécurité. Donc c'est complètement idiot et c'est même nocif. Il faut mieux cibler effectivement ceux qu'on surveille pour à la fois limiter les atteintes aux libertés et assurer le maximum de sécurité. C'est tout simplement le bon sens.
Un bon sens auquel SOS Racisme n'a visiblement pas décidé de se résoudre. En effet, l'association a demandé l'ouverture d'une enquête qui pourrait finir par retomber sur le préfet de Paris de la période concernée, le fameux Michel Delpuech, récemment limogé après sa gestion calamiteuse des manifestations de Gilets jaunes. La France a bel et bien vendu des armes utilisées dans le conflit yéménite. Des documents viennent confirmer ce qui s'apparentait à un secret de polichinelle. Emmanuel Macron, lui, poursuit la politique de ses deux prédécesseurs en s'alignant sur la stratégie états-unienne. Mais avant d'évoquer la question de la vente d'armes, nous vous proposons une vidéo récapitulative du conflit yéménite. Olivier Frère-Jacques. Au sud de la péninsule arabique, la République du Yémen, un pays né en 1990 de la réunion du Yémen du Nord avec le Yémen du Sud, ancienne colonie britannique devenue république d'inspiration communiste. Avec Sanaa comme capitale, ce nouveau pays est dirigé dès 1990 par Ali Abdallah Saleh. Les 27 millions de Yéménites sont majoritairement sunnites, mais dans le nord, un tiers d'entre eux sont zaïdites, une branche minoritaire du chiisme dont sont issus les Houthis. Dès 2004, Sanaa fait face au nord à une rébellion Houthi qui dénonce sa marginalisation. Au sud, le pouvoir est confronté à un mouvement séparatiste et d'autre part aux djihadistes d'Al-Qaïda. Dans le sillage des printemps arabes de 2011, des manifestations meurtrières à Sanaa poussent le président Saleh au départ après 33 ans de pouvoir. Abd Rabbo Mansour Hadi est élu en 2012 mais peine à stabiliser le pays. En 2014, la rébellion Houthi soutenue par l'Iran prend le contrôle de Sanaa puis lance une offensive vers Aden. Le président Hadi s'exile chez son allié, le roi d'Arabie Saoudite. En mars 2015, l'Arabie Saoudite prend la tête d'une coalition de pays arabes sunnites dont le but est d'endiguer l'avancée des rebelles soutenus par l'ancien président Saleh. Fin 2017, les rebelles rompent leur alliance avec Saleh et le tuent. L'ancien dirigeant s'était rapproché de l'Arabie Saoudite. Le président Hadi lance une opération pour reprendre Sanaa, contrôlée par les rebelles Houthis. Fin 2018, sous l'égide de l'ONU, un accord sur une trêve à Hodeïda a été obtenu, mais les combats continuent sporadiquement. Depuis 2015, on déplore des milliers de civils tués et blessés. Le choléra a provoqué plus de 2500 morts et 80% de la population, soit 24 millions de personnes, ont besoin d'assistance humanitaire. Un désastre humanitaire pour lequel la France a largement pris sa part et pour cause. Des documents dévoilés par Mediapart, Disclose et France Info confirment ce que de nombreux observateurs affirmaient depuis longtemps. Les renseignements sont tout à fait au courant de l'utilisation massive d'équipements militaires français dans la guerre au Yémen. Pour le colonel Corvez, conseiller en stratégie internationale, les politiques menées par la France au Proche-Orient et plus particulièrement au Yémen sont des politiques de mensonges. La politique Macron s'inscrit dans la même ligne que celle du président qui l'a précédé, Hollande, et même on peut remonter jusqu'à Sarkozy. Depuis l'intervention en Libye et ailleurs, la France ment sur ses véritables objectifs stratégiques lorsqu'elle intervient comme ça à l'étranger. Notamment, elle s'inscrit toujours dans l'alliance atlantique, c'est-à-dire l'alliance avec les États-Unis d'Amérique, concernant le conflit du Yémen et la fourniture d'armes à la coalition arabe menée par l'Arabie Saoudite et maintenant de plus en plus par les Émirats Arabes Unis. Elle ne voulait pas dire qu'elle fournissait des armes à ces pays qui poursuivaient une guerre odieuse au Yémen en faisant des ravages énormes. Des ravages énormes et une vente d'armes qui embarrasse le ministre de la Défense, Florence Parly, toujours très gêné lorsqu'on l'interroge sur la vente d'armes à l'Arabie Saoudite dans le cadre de la guerre au Yémen. Elle a d'ailleurs affirmé à de nombreuses reprises qu'un tel matériel ne concernerait que des armes vendues il y a plus de 20 ans, ou encore qu'elle n'a pas connaissance du fait qu'un tel matériel soit utilisé dans le cadre de ce conflit meurtrier. Les dernières révélations sur les ventes d'armes battent en brèche la défense d'un ministre qui parle à présent uniquement d'armes défensives. Mais là encore, on est bien loin de la réalité et le matériel en question concerne de l'armement terrien, maritime et aérien. On y retrouve notamment des bateaux made in France permettant d'entretenir le blocus qui contribue à la famine. Les armes françaises tuent ainsi indirectement et directement des civils yéménites au profit des Saoudiens qui eux-mêmes sont largement suspectés d'encourager un islam sunnite radical à l'origine d'attentats en France.
Une position difficilement défendable pour Paris, qui jusqu'à présent est resté discret sur le conflit yéménite. Au-delà du seul cas du Yémen, c'est la position de Paris dans l'ensemble de la région qui pose problème. Ainsi, l'hostilité vis-à-vis de l'Iran, indirecte dans le cas du conflit yéménite, bloque largement une politique française d'équilibre au Proche-Orient, quitte à détourner l'Elysée de l'Union européenne quand celle-ci va à contre-courant des intérêts américains. Lorsque l'Union européenne a essayé de combattre le retrait américain de l'accord global sur le nucléaire avec l'Iran et a décrété même de nouvelles sanctions contre l'Iran, on a bien vu que l'Union européenne essayait de monter quelque chose pour contrer cette décision, mais que la France n'était pas au premier plan, alors qu'habituellement, le président Macron, quand il y a une initiative européenne, c'est souvent une initiative française ou franco-allemande. Et là, il était très en retrait, il n'a pas fait de déclaration, c'était Mogherini qui menait les déclarations et l'action. Ça rejoint effectivement l'affaire yéménite et l'affaire des ventes d'armes à l'Arabie saoudite et aux Émirats arabes unis. Tout ça est lié dans le fait que la politique française n'est plus une politique indépendante, qu'elle est totalement inféodée aux intérêts américains, et j'ajouterais d'Israël, parce que de toute façon les intérêts israéliens et les intérêts américains sont totalement les mêmes. Une absence totale d'indépendance dans les relations internationales qui pourrait bien rattraper la majorité en place. En effet, l'opinion publique étant de plus en plus sensible au drame yéménite, le gouvernement pourrait bien voir se déclarer ici et là des oppositions en son sein. C'est en tout cas ce qui a participé à la déstabilisation des conservateurs britanniques qui se sont divisés sur le sujet après que le Premier ministre Theresa May ait été mise en cause pour le soutien armé apporté par la Grande-Bretagne à l'Arabie saoudite. Et on reste avec Olivier Frère-Jacques pour l'actualité en bref. L'État va encore passer à la caisse. Avec l'abandon du projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, le groupe de BTP Vinci perd un chantier de première importance et réclame plusieurs centaines de millions d'euros à l'État. Des négociations entre les deux parties ont été engagées et le ministre des Transports, Elisabeth Borne, affirme qu'elle souhaiterait voir les prétentions du géant de la construction se réduire à quelques dizaines de millions d'euros. Avant de poursuivre que ces discussions allaient être passionnantes. Drôle de manière de communiquer, alors que les millions en question, qu'ils se comptent en dizaines ou en centaines, seront pris en charge in fine par le contribuable français. Une demande de compensation qui arrive au pire des moments pour la majorité, alors que Vinci convoite Aéroports de Paris dans le cadre de sa privatisation et qui pourrait utiliser le dossier Notre-Dame-des-Landes comme monnaie d'échange. Au pire des moments aussi, alors que les Gilets jaunes descendent hebdomadairement dans les rues pour en finir avec l'oppression fiscale et dénoncer les privatisations qui font grimper les prix, notamment via les péages autoroutiers. Les nationalistes finlandais s'offrent une deuxième place aux élections législatives. Le parti des vrais Finlandais crée la surprise alors que les observateurs de la vie politique scandinave les croyaient décomposés. En effet, les vrais Finlandais ont connu une scission portant les éléments les plus droitiers à la tête de l'appareil en juin 2017 et n'étaient crédités que de 10% des intentions de vote en décembre dernier. Ils arrivent finalement en deuxième position avec 17,5% des voix quand les sociodémocrates, vainqueurs du scrutin, obtiennent 17,7% des suffrages. Ces deux formations devraient disposer de 39 et 40 sièges, quand les conservateurs de la coalition nationale en auront 38 avec leurs 17%. Pour gouverner, les sociodémocrates devraient se tourner vers les écologistes de la Ligue verte, qui ont obtenu un résultat historique avec 11,5% des voix, mais aussi vers les centristes issus de la coalition sortante et qui ont déçu avec 13,8% des voix, perdant 18 députés. L'extrême gauche, elle, est en progrès et dépasse les 8%. La formation d'une coalition de centre-gauche devra se faire rapidement, car la Finlande présidera l'Union européenne le 1er juillet prochain. Les Éthiopiens écrasent la concurrence au marathon de Paris. Pour l'édition 2019 des 42 km 195 de la capitale, le podium masculin est composé de 2 Éthiopiens, puis d'un Kényan, avec une victoire d'Abra Milo en 2h07 et 5 secondes. Quand chez les femmes, les 3 premières places sont raflées par des Éthiopiennes, avec en tête Gelete Burka, qui l'emporte en 2h22 et 47 secondes. La Française Clémence Calvin décroche pour sa part la médaille en chocolat avec sa 4e place à 6 secondes du podium, mais surtout avec à la clé un record de France de la discipline en 2h23 et 41 secondes. Cette dernière a ainsi fait un pied de nez à l'Agence française de lutte contre le dopage qui l'avait suspendue le 10 avril, avant qu'elle ne soit finalement autorisée à courir à la suite d'une décision du Conseil d'État rendue vendredi. Un scandale qui ne la semble-t-il pas détourné de son objectif.
Et voilà, on arrive déjà à la fin de cette édition. Dans un instant, notre Zoom du jour. Philippe Emery, président du groupe Rassemblement National des Hauts-de-France, dresse un réquisitoire sans concession contre Xavier Bertrand, le président de la région. Le premier échec, c'est sur le front de l'emploi. Monsieur Bertrand, alors en campagne, déclarait élu à la tête de la région, je m'engage en septembre 2016 à avoir remis 60 000 chômeurs au travail. 3 ans plus tard, nous avons 20 000 chômeurs de plus qu'au 1er janvier 2016. C'est-à-dire que l'écart entre la promesse de M. Bertrand de réduire le nombre de chômeurs de 60 000 et la réalité, elle est aujourd'hui de 80 000. Donc ça, c'est son premier échec. Ce soir, retrouvez également Politique Éco. Olivier Pichon et Pierre Bergerot reçoivent Vincent Brousseau, responsable de l'UPR, en charge des questions monétaires. Et puis tout de suite, retrouvez la France de Campagnole avec Christian Combaz et Mes Libertés Politiques avec François Billot-Lochner. Et quant à nous, c'est le moment de se quitter. Merci pour votre fidélité. À demain. Bonsoir. En quoi les histoires du Brexit affectent-elles la vie de Campagnole? Eh bien, pour avoir parlé justement à l'anglais du village récemment, très récemment, à l'un des 2 anglais, en fait, devrais-je dire, en présence de 2 ou 3 autres personnes, dont le fameux abonné au Monde et d'une de ses copines qui était infirmière, j'ai mieux compris pourquoi Peter, 76 ans, un type assez charmant, très poli, avec un nez busqué, des oreilles faites pour porter une casquette de marine, il était marin, et qui teint en blond cendré, sa moustache et ses sourcils à l'anglaise, passe son temps à Toulouse en ce moment, à faire la queue pour devenir français, ou plutôt pour avoir la double nationalité. Et il nous a dit qu'il y avait un proverbe anglais qui disait qu'on préférait mourir chez soi qu'être malade chez les autres, mais que lui c'était le contraire parce que les hôpitaux anglais étaient épouvantables. Et c'est là que la copine de l'abonné au Monde qui était là a voulu nous placer sa tartine sur le secteur public. C'est là qu'elle a dit que le secteur hospitalier anglais était sinistré à cause de la loi du marché. Mais notre Peter ne s'est pas laissé faire. Il a dit que ça n'avait rien à voir. Il a dit que c'était l'immigration qui avait inondé le secteur de la santé en Angleterre et que c'est l'immigration qui aura raison d'une autre parce qu'on ne peut pas soigner gratuitement des gens qui arrivent par milliers avec le sida par exemple sans faire plonger gravement la qualité des soins et le budget général. L'infirmière a haussé les yeux au ciel, elle a dit n'importe quoi, n'importe quoi. L'autre a insisté et a dit que 80% des cas de sida hétérosexuels dépistés venaient de l'étranger, ils n'y pouvaient rien. Évidemment, l'abonné au Monde et sa copine infirmière à Montpellier n'étaient pas d'accord là non plus. On sentait qu'ils allaient fouiller dans leur répertoire à la recherche d'un numéro vert. Un type qui passait a dit à l'anglais pas faire attention parce qu'ils étaient moulés à la louche par Macron. Du coup, on a parlé du Brexit. Le pauvre Peter nous a raconté de même qu'en Angleterre, il valait mieux venir du Sri Lanka ou du Pakistan pour être soigné. De même en France, il valait mieux venir d'un pays non européen pour obtenir sa nationalité parce que lui, il n'en pouvait plus de ce qu'il subissait à la préfecture de Toulouse toutes les semaines. D'ailleurs, il était inscrit sur un site Facebook qui recensait les astuces toulousaines pour gagner du temps. Lui, ça faisait plus de 2 ans quand même qu'on lui réclamait des extraits de naissance en anglais avec traduction certifiée. Parfois les documents étaient égarés, parfois le tampon était légèrement sorti de la feuille, parfois la photo n'était pas conforme. Il finissait par se dire qu'il allait s'enchaîner aux grilles de la préfecture. J'ai oublié de dire que son site Facebook là recensait les obstacles à la naturalisation pour les Anglais à Toulouse et à Toulouse seulement. En plus, les gens, même ceux du village, croyaient que c'était pour des raisons économiques qu'ils faisaient la demande, mais pas du tout, c'est bel et bien pour des raisons uniquement médicales. L'abonné au Monde qui l'avait lu dans le journal a fait allusion aux tracasseries douanières du Brexit, d'un air de dire voilà ce que c'est de mal voter, on ne mesure pas les conséquences. Mais il lui a répondu tout aussi vertement, l'anglais, premièrement, je rentre plus en Angleterre, jamais, parce que je ne peux plus supporter ce pays dont les habitants ne sont plus ceux de mon enfance, et c'est pas parce que ceux de mon enfance sont morts ou partis, c'est parce qu'ils rasent les murs.
Deuxièmement, quand je prenais encore l'avion 3 fois par an, on passait l'après-midi avec ma femme à vider nos valises dans 3 ou 4 récipients différents. Des récipients que nous perdions de vue, évidemment, qui circulaient sur des tapis roulants à côté des voyageurs déjà contrôlés, donc n'importe qui pouvait se servir au passage. Ensuite, il fallait être fouillé au corps avec passage d'une matraque magnétique jusque sur le bouton de ton blue jean. Ensuite, ce qui me rend furieux, nous disait-il encore, c'est qu'il me traite, moi, comme un terroriste avec la figure que j'ai. Alors là, l'abonné au Monde l'a interrompu, a demandé pourquoi. Il y a des figures de terroristes, et l'Anglais lui a répondu, vous voulez qu'on organise un sondage? Vous voulez qu'on sorte toutes les coupures de presse depuis 40 ans? On verra ensemble qu'il n'y a pas tellement de terroristes qui ont mon genre de beauté. Dans le cas contraire, a-t-il ajouté, je suis prêt à subir un double contrôle aux frontières. En fait, a dit l'abonné au Monde, vous ne voulez pas voir l'évidence. Le Brexit était une connerie. Et vous, a répondu l'autre, vous ne voulez pas admettre que le Brexit est entièrement dû à ce que les gens ont vu des résultats de l'immigration dans le pays. Ils ont voté contre ça, contre ce qu'ils ont vu. Et moi aussi, je vote, mais avec mes pieds. Je m'installe ici, où la population est homogène. C'est mon droit, non? Il a conclu, comme chaque fois qu'il est assez fâché, « You got it !» J'ai proposé aussitôt à Peter de l'inviter à dîner avec Gustave, qu'il connaît bien. Gustave est son pourvoyeur de livres en anglais, car les Anglais sont très nombreux autour de chez nous, donc il y a une sorte de bourse d'échange de livres. Il faut dire que Peter lit beaucoup, parce qu'il habite une maison exposée au vent et que sa parabole satellite tourne tout le temps. Mais je vous raconterai ça quand nous aurons dîné avec cet Anglais. Abonnez-vous. Merci. Il y a maintenant 5 ans tout juste, la Crimée rejoignait la Fédération de Russie à la suite d'un référendum qui faisait entrer les relations entre la Russie et le monde occidental, bien pensant, dans une grave zone de turbulence. Si l'on y regarde de plus près, qu'en est-il exactement aujourd'hui? Un peu d'histoire tout de même. Région appartenant à l'Empire byzantin, puis passée sous le joug des Tatars, alliés et vassaux de l'Empire ottoman, la Crimée fut conquise par la Russie à la fin du XVIIIe siècle, à l'époque de la Grande Catherine, à la faveur de la guerre russo-turque de 1787-1792. S'y illustrèrent notamment les célèbres Potemkin et Souvarov. Après l'effondrement de l'Empire russe en 1917, la Crimée, occupée par les armées blanches, est en proie aux affres de la guerre civile, puis devient une république socialiste autonome distincte de l'Ukraine. C'est seulement en 1954, pendant la période de succession de Staline, que Nikita Khrouchtchev prend la décision arbitraire de rattacher la Crimée à la République socialiste d'Ukraine. Ces histoires-là, les Russes la connaissent très bien. Les Ukrainiens aussi d'ailleurs. Les tenants de notre système politico-médiatique, probablement un peu moins. Le retour de la Crimée au sein de la Russie a engendré une vigoureuse politique de sanctions contre la Russie mise en place par l'Occident. Cette politique a eu pour effet de pousser au rapprochement entre la Chine et la Russie, alors même que depuis la chute du mur, la vocation européenne de la Russie ne demandait qu'à être valorisée. En outre, l'Occident a subi un effet boomerang assez ravageur pour son économie. Prenons un seul exemple. La politique de boycott agricole pèse lourdement sur les producteurs français. Le port de l'Ouest ne trouvant plus de débouchés à l'Est, les cours se sont effondrés. Bruno Le Maire lui-même fut obligé de reconnaître en décembre 2017 les effets désastreux du blocage sur le commerce extérieur français et l'Italie a fait le même constat au printemps 2018.
Une efficacité redoutable dont seule la Russie est capable, la crise a permis à ce pays de se repositionner en position dominante sur la scène internationale. Elle l'a poussé à s'assumer comme une nation indépendante, plus puissante que jamais, jusqu'à remettre en cause le rôle omniprésent du dollar dans les échanges commerciaux internationaux ou à s'engager de manière décisive au Moyen-Orient, par exemple. Le Parlement a voté récemment une résolution selon laquelle, j'ouvre les guillemets, la Russie ne peut plus être considérée comme un partenaire stratégique de l'Union européenne, je ferme les guillemets. Quelle horrible punition pour Poutine. Vladimir, désolé, vous n'avez plus le droit d'être partenaire du canard boiteux européen. Une chose est certaine, il y en a un qui doit faire attention à ne pas mourir de rire, c'est Vladimir. Vous pouvez m'écrire si vous le voulez. À très bientôt.